Donc, comme vous le savez, les bisphénols posent un certain nombre de problèmes de santé publique. Le bisphénol A a été largement utilisé dans l'industrie des plastiques et il a été interdit en 2015 dans les contenants alimentaires. Et il a été reconnu comme perturbateur endocrinien, donc à la fois pour l'homme et pour l'environnement, donc très récemment en 2017 et 2018. Bien évidemment, on ne peut pas toujours se passer de plastique, donc les industriels ont bien cherché des solutions alternatives et en particulier, ils se sont tournés vers des analogues structuraux et notamment le bisphénol S. Donc le bisphénol S, vous voyez sa formule chimique. Ce bisphénol S présente des propriétés œstrogéniques et anti-androgéniques et du coup c'est un bon candidat pour avoir un potentiel perturbateur endocrinien donc similaire à celui du bisphénol A. Alors, comme on l'a vu déjà précédemment, la gestation constitue véritablement une période à risque vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens. Et en fait, on peut être exposé à ces bisphénols, donc soit par ingestion, et ces bisphénols par voie orale sont absorbés à 100%, les voies d'inhalation et la voie transcutanée étant quand même plus minoritaires. Dans l'organisme, les bisphénols, que ce soit le A ou le S, sont métabolisés essentiellement en bisphénol glucuronide, qui sont pratiquement à 100% éliminés par les urines. Alors nous, notre contribution, où elle se situe? En fait, elle se situe entre la dose externe, donc la dose à laquelle on est exposé dans notre vie de tous les jours, et donc les concentrations fétales, parce que ces concentrations fétales, c'est celles en fait qui vont déterminer donc les effets. Et le fait de connaître des concentrations fétales, c'est aussi important pour pouvoir extrapoler de l'in vitro à l'in vivo ou d'un modèle animal à l'homme, puisque on raisonne ici non pas en dose, mais en concentration. Donc nos objectifs, c'était d'évaluer le potentiel d'exposition fétale au bisphénol A, et puis dans la continuité de savoir si le bisphénol S était une bonne alternative au bisphénol A en termes d'exposition fétale. Alors quand on parle d'exposition fétale, donc il faut faire un peu de physiologie et en fait on a plein de mécanismes physiologiques qui peuvent déterminer l'exposition fétale. Alors il y a évidemment donc les mécanismes maternels, le métabolisme, la liaison aux protéines qui peuvent varier d'ailleurs pendant la gestation. Il y a évidemment le placenta qui va protéger quand même le fœtus d'un certain nombre de contaminants chimiques et qui va déterminer donc des échanges transplacentaires et qui peut également métaboliser des substances. Ensuite, quand il arrive dans la circulation fétale, le contaminant chimique peut être également métabolisé, donc par effet de premier passage. Et puis, même à l'intérieur du compartiment fœtal, en fait, vous allez encore avoir des échanges puisque le fœtus ingère son liquide amniotique, il excrète dans des urines fétales et réabsorbe ce liquide amniotique. Donc, il peut y avoir une recirculation à l'intérieur du compartiment fœtal. Donc, quand vous voyez ce schéma, vous vous dites, si on veut prendre en compte tous ces facteurs simultanément, en fait, il n'y a que des modèles intégratifs physiologiques qui permettent de les prendre en compte simultanément. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec deux types de modèles. Donc, un modèle qui est le modèle de la brebis gravide instrumentée, donc qui est un modèle pertinent pour l'homme en termes de physiologie de la gestation. Bien évidemment, la brebis, c'est pas l'homme, il peut y avoir des différences, en particulier de placentation. Donc, on a aussi pris un modèle de placenta humain perfusé pour évaluer juste le transfert placentaire. Et puis, à partir de ces deux modèles physiologiques, on a fait de la modélisation toxicocinétique pour évaluer l'exposition humaine. Donc, sur la première approche, donc sur le modèle de fœtus ovin cathétérisé, en fait, on va mettre à demeure pendant le dernier tiers de gestation des cathéters donc dans des vaisseaux sanguins du fœtus, ce qui va nous permettre de faire des administrations intraveineuses et des prélèvements de sang maternelle et fétale et de liquide amniotique, donc de manière continue pendant plus d'un mois. Donc en fait, comment on va ensuite faire nos analyses? Donc vous avez ici à gauche le compartiment maternel,
À droite, le compartiment fœtal, donc séparé par le placenta. Et donc, pour chaque compartiment, on va évaluer donc les bisphénols non conjugués, donc ici que je vous ai représenté dans des rectangles bleus, ou des bisphénols conjugués qui sont dans des rectangles roses. Et donc, on va évaluer donc les cinétiques de décroissance de ces bisphénols dans chaque compartiment. Bon, bien évidemment, je n'ai pas le temps de détailler tous ces résultats, donc simplement les conclusions. Vous avez ici donc la disposition donc des bisphénols dans le compartiment materno-fœtal, donc le bisphénol S à gauche et le bisphénol A à droite. Alors les schémas sont un peu compliqués, donc je vais essayer de vous présenter point par point. Donc si on part du compartiment maternel, donc ce que je vous ai représenté dans chaque compartiment, c'est les clérances, donc les clérances d'élimination qui déterminent donc la capacité d'élimination de la substance, et puis les temps de demi-vie qui vous donnent une indication sur la persistance de la molécule. Donc quand on démarre du compartiment maternel, vous voyez que la clérance du bisphénol S est 2 fois moins importante que la clérance maternelle du bisphénol A. Mais malgré tout, donc 100% du bisphénol S est métabolisé et éliminé donc dans les urines, donc que ce soit pour le bisphénol S ou pour le bisphénol A. Donc au niveau de l'adulte, donc finalement, on va éliminer quand même assez rapidement les bisphénols. Maintenant, si on regarde donc le transfert materno-fœtal, vous avez 0,34% de la dose de bisphénol S qui passe au fœtus. Alors 0,34%, ça vous paraît vraiment très peu. En fait, si on rapporte au poids du fœtus, vous avez un rapport de 20, ça veut dire que le fœtus reçoit 1/10 de la dose de sa mère. Et vous voyez que ce transfert materno-fœtal pour le bisphénol S est 10 fois moins important que pour le bisphénol A. Donc vous pourriez penser en première intention que finalement le fœtus est mieux protégé du bisphénol S que du bisphénol A. Mais en fait, il faut prendre en compte aussi des facteurs fœtaux, donc du métabolisme fœtal. Alors quand on regarde le métabolisme fœtal, vous voyez ici la clérance du bisphénol S chez le fœtus est 50 fois moins importante que la clérance du bisphénol A. Donc ça veut dire que le bisphénol S va être beaucoup moins bien éliminé du compartiment fœtal. Et comment il va être éliminé? Il va être éliminé donc par transfert fœto-maternel, donc il retourne donc à la mère. Et vous voyez que le transfert, vous avez 22% de la dose en 72 heures qui retourne à la mère. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 fois moins que pour le bisphénol A. Donc il y a un retour vers la mère qui est beaucoup moins important. Et puis donc le métabolisme est moins important. Donc le métabolisme est à peu près le même, donc le bisphénol S est transformé en bisphénol S-glucuronide. Et là, vous voyez une très très grosse différence aussi, c'est sur la clérance du bisphénol S-glucuronide, qui est 10 fois moins importante que celle du bisphénol A-glucuronide. Et ces deux clérances sont extrêmement faibles. Et en fait, pour se débarrasser du bisphénol A, enfin des bisphénols glucuronides, en fait, le fœtus, il était obligé d'hydrolyser ces glucuronides, c'est-à-dire de réactiver en composés parents, donc bisphénol S ou bisphénol A. Donc, les facteurs qui déterminent en fait l'exposition fœtale à ces deux bisphénols, donc on les a vus, donc il y a un faible transfert materno-fœtal du bisphénol S par rapport au bisphénol A, mais une beaucoup plus grande persistance du bisphénol A, bisphénol S glucuronide dans le compartiment fœtal, et puis il y a toujours une réactivation donc de ces bisphénols glucuronides donc dans le compartiment fœtal. C'est comme si on avait une petite réserve et qu'en fait on peut en réactiver donc un peu en permanence. Et donc en fait on a également fait des expositions chroniques. Et quand on fait des expositions chroniques avec du bisphénol S, du fait de cette accumulation du bisphénol S-glucuronide, le fœtus, finalement, il est exposé aux mêmes concentrations de bisphénol S que le bisphénol A, même si son placenta protège plus le fœtus. Alors, sur le modèle de placenta humain maintenant, donc en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, on va récupérer donc des placentas à terme, sur lesquels on va reconstituer donc la circulation maternelle ici en bleu et la circulation fœtale, et on va reproduire au maximum les conditions physiologiques de débit placentaire,
de température et de pH. On utilise également donc l'antipyrine, donc qui est un marqueur de diffusion passive et qui nous permet donc de valider l'intégrité de nos placentas. Alors quels sont les résultats que nous avons obtenus sur ce modèle de placenta humain perfusé? Donc ici pour le bisphénol S à gauche et pour le bisphénol A à droite. Donc je vous ai représenté donc des indices de clairance placentaire qui prennent en compte le taux de transfert de l'antipyrine pour prendre en compte la variabilité inter-placenta. Donc, en fait, vous voyez que le transfert materno-fœtal du bisphénol S est 10 fois moins important que celui du bisphénol A, donc ce qui correspond à ce qu'on a vu déjà sur le modèle ovin. Et dans le sens contraire, le transfert fœto-maternel du bisphénol S est 3 fois moins important que celui du bisphénol A. Donc ça valide notre modèle ovin. Et puis en termes de mécanisme de transfert placentaire, on voit que le bisphénol A, il a le même transfert materno-fœtal que fœto-maternel, qui est proche de l'antipyrine, et donc le mécanisme se fait par diffusion passive, alors que pour le bisphénol S, il peut y avoir donc une implication donc, de transporteur des flux. Alors ces différences de passage placentaire peuvent être liées aussi à des différences de propriétés physico-chimiques des molécules. Le bisphénol S est moins liposoluble que le bisphénol A, et puis il a un degré de ionisation au pH physiologique, donc qui est plus important que le bisphénol A. Je vous ai pas présenté ici donc les résultats sur les glucuronides, mais on a vu aussi un très très faible passage placentaire des glucuronides. Ça veut dire que les glucuronides qu'on peut retrouver dans le compartiment fœtal, ils viennent essentiellement ou quasi exclusivement en fait du métabolisme fœtal. Donc il n'y a pas de glucuronide qui peut passer de la mère au fœtus. Donc c'est une glucuronidation qui a lieu dans l'unité fœto-placentaire. Et puis on a retrouvé aussi donc un risque d'accumulation du BPSG dans le compartiment fœtal puisqu'il y a moins de BPSG qui repart donc vers la mère. Donc ensuite, évidemment, sur la base de ces modèles physiologiques, on va essayer de construire un modèle toxicocinétique pour savoir ce qui peut se passer chez le fœtus humain quand sa mère a une exposition environnementale. Alors on a d'abord construit un modèle toxicocinétique donc avec le logiciel de régression non linéaire à effet mixte, donc sur le modèle ovin, donc toujours cette approche donc avec des compartiments maternels et fœtaux. Donc ce qui nous a permis de trouver toutes ces constantes de transfert que vous voyez ici. Dans une deuxième étape, donc nous avons humanisé notre modèle. Donc on a humanisé notre modèle en déterminant donc la clairance humaine par une approche allométrique, donc en utilisant 6 ou 7 espèces animales. Donc par allométrie, on a pu déterminer la clairance humaine. Et puis on a utilisé également donc des données de toxicocinétique humaine qui ont été publiées par l'équipe de Sayer, donc pour des hommes qui ont ingéré du bisphénol A marqué au deutérium, donc sur un cookies. Donc ça nous a permis de trouver ces paramètres, ces constantes de transfert que vous voyez ici en rouge. Et en fait, on a fait une agrégation du modèle avec les paramètres humains et du modèle ovin. Alors maintenant, comment ce modèle peut nous permettre de prédire l'exposition fœtale humaine? Eh bien, en fait, on a pris une exposition durant un mois, donc une exposition journalière, avec la dose moyenne de 36 nanogrammes par kilo et par jour qui a été estimée par l'EFSA en 2015. Et on a pris essentiellement une exposition orale, donc 3 fois par jour, pendant 4 semaines. Au cours de notre exposition, on a estimé que la femme aurait pu être exposée à une forte dose. Donc, on l'a exposée à une forte dose qui correspond au 95e centile. Et vous avez sur ce graphique donc les concentrations simulées donc en fonction du temps.
Alors, les bisphénols A glucuronides chez le fœtus et chez la mère sont en couleur orangée ou rouge, et les bisphénols A non conjugués donc, sont dans les couleurs bleues. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir sur ce schéma? Eh bien, on peut voir d'abord que les bisphénols A sont très très fluctuants au cours du temps, puisqu'on sait qu'il y a une élimination rapide. Donc, vous voyez que ça fluctue à des niveaux pour la mère entre 0,01 et 0,1 nanogrammes par litre, et pour le fœtus, donc aux alentours de 0,01 nanogrammes par litre. C'est pareil pour le bisphénol A glucuronide chez la mère. Je vous l'expliquais tout à l'heure, elle élimine 100% pratiquement de son bisphénol A glucuronide dans les urines. Il n'y a pas d'accumulation, donc vous voyez ces fluctuations 3 fois par jour donc d'exposition. En revanche, quand on regarde le bisphénol A glucuronide chez le fœtus, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de fluctuations et que ça augmente graduellement. Et quand par malheur la mère est exposée à une forte dose, vous voyez qu'il y a une augmentation du bisphénol A glucuronide dans le compartiment fœtal et qu'on ne revient pas aux valeurs précédentes. Donc ça veut dire que les concentrations de bisphénol A glucuronide dans le compartiment fœtal reflètent bien l'exposition de la mère tout au long de sa grossesse. Donc en conclusion, donc je vous ai montré donc à travers cet exposé l'intérêt des approches intégratives physiologiques pour évaluer l'exposition fœtale humaine aux xénobiotiques, l'importance de considérer donc les composés métabolisés dans l'évaluation du risque lié à l'exposition au bisphénol, puisqu'on a vu que ces composés glucuronidés étaient capables de se réactiver dans le compartiment fœtal. Je vous ai montré également qu'en termes de potentiel d'exposition fœtale, le BPS n'est pas une bonne alternative au BPA. Et puis, les perspectives de ce travail, ça serait d'élargir à d'autres substituts du bisphénol A, donc en utilisant cette fois-ci donc des modèles qui permettent d'établir une relation quantitative entre la structure et l'activité, donc pour aider les agences ou les industriels à mettre en place donc des criblages, donc des substituts du bisphénol A. Je vous remercie de votre attention. Oui, j'ai une question sur la voie d'exposition là dans la modélisation PBPK. Donc, ce que vous avez fait, c'était une simulation après exposition par voie orale. On sait que pour certaines sous-populations, il peut y avoir une exposition cutanée qui n'est pas négligeable, alors qui est toujours inférieure à la voie orale, mais qui peut être quand même assez significative. Est-ce que ça aurait modifié? Est-ce que le modèle, en tout cas, s'il prend en compte la voie d'exposition cutanée, on pourrait s'attendre à avoir au niveau du fœtus des modifications importantes sur les ratios BPA libre, BPA conjugué, ou est-ce que vous n'avez pas investigué cette voie-là pour l'instant? On l'a pas investigué, mais donc en fait, quand on a un passage transdermal du bisphénol A, on peut avoir des concentrations très très importantes. Ça avait été montré, je crois, par l'équipe de Fonsal. Donc, par exemple, sur le membre qui touche les tickets de caisse, par exemple, on peut avoir des concentrations locales très très importantes. Mais après, il y a un effet de premier passage hépatique qui est vraiment important, quoi, 99% pour le bisphénol A. Donc, au niveau du fœtus, je pense que ça ne changerait rien. Mais après, il faudrait rajouter, dans les 36 nanogrammes par kilo et par jour, donc l'exposition moyenne qui a été estimée par l'ANSES, je ne sais pas combien serait. Je pense que l'exposition par voie cutanée, c'est moins de 1% ou quelques pourcents. Entre la brebis et l'humain, vous imaginez qu'on est aux mêmes valeurs, ou vous pourriez faire une prédiction pour leur demi-vie chez la femme? Parce qu'à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'il y ait des données de demi-vie du BPA, BPS chez la femme enceinte. Avec l'approche allométrique, on avait regardé la demi-vie. Il y a aussi une relation allométrique sur la demi-vie. Donc, il y avait une relation allométrique avec le poids vif et les débits. D'accord, mais vos valeurs du style 2-3 heures de demi-vie, oui. Vous pensez c'est du même ordre. Oui, c'est du même ordre. Et okay.